Ils ont fait 32 films en un an. Et les films sont tellement fous que Pixar, Fortiche, Illumination, Sony, Ubisoft, bref, je vais pas citer les 55 studios qui sont venus dans cette salle pour regarder tous ces films. Et moi, je suis assis là, juste devant Dylan Sisson du groupe Pixar Runderman. Je savais pas non plus, mais voilà sa page IMDb, juste pour la frime. Et au moment où je tourne ces images, je le sais pas encore, mais ce que je m'apprête à voir va me faire non seulement oublier où je suis, mais surtout m'apprendre 2-3 trucs sur la façon de raconter des histoires inoubliables. Ah, il faut que je précise un truc, c'est pas pour rien si Pixar et Fortiche sont dans la salle, on parle de 32 films d'animation. La douche froide que je me suis prise. Chaque film de 5 à 8 minutes était une expérience différente, un lot de sensations, d'émotions ou d'émerveillement. Il y en a quelques-uns qui vont rester vivre dans mon esprit quelques années sans payer de loyer. Des pures leçons d'écriture. Et on va en parler de l'écriture. Mais attendez, je suis où déjà ? Ah ouais, c'est vrai. À Montpellier, au pâté Odysseum, l'ESMA, ou École supérieure des métiers artistiques, organise chaque année la projection des films de fin d'études de ses élèves du cursus cinéma d'animation 3D et effets spéciaux. Et cette année, aux côtés des 1300 personnes présentes et des 55 studios qui sont venus rencontrer les jeunes diplômés et juger leurs films, l'ESMA m'a invité pour que je vive l'expérience. Ouais, cette vidéo est réalisée en partenariat avec l'ESMA. Le cursus d'animation 3D et effets spéciaux de l'ESMA, il dure 5 ans et les films que j'ai vus, ils ont été créés par les étudiants des campus de Toulouse, Lyon, Nantes et Montpellier. Mais l'ESMA propose aussi d'autres formations. Ils enseignent le jeu vidéo, le design graphique, il y a un cursus illustration et concept art et aussi architecture d'intérieur. Et pour ce qui est du niveau d'animation 3D, je vais laisser Dylan Sisson le dire avec ses mots. And the reason why I've flown halfway across the world to be here tonight because ESMA is the best animation school on planet Earth. Malheureusement, je peux pas vous montrer trop d'extraits des films de cette année parce qu'ils vont partir faire leur vie de court-métrage, donc concourir dans des festivals, chercher des distributeurs. Ils ont besoin de garder l'exclusivité pour ça, ils peuvent pas être diffusés en public tout de suite. Mais en attendant, vous pouvez juger de la qualité de réalisation et d'animation de l'école en découvrant les films des années précédentes sur YouTube. Si vous essayez d'écrire un court-métrage, regardez d'autres courts-métrages, c'est la meilleure source d'inspiration. Et si comme moi, vous êtes aussi friand de courts-métrages à la Pixar qu'à la Love, Death and Robots, il y a tous les goûts dans les films de l'ESMA. Ça peut être votre programme gratuit du soir. Alors pourquoi est-ce que l'animation m'intéresse autant ? Ma première vidéo d'analyse sur cette chaîne, c'était sur Into the Spider-Verse. Ce film, il m'avait bouleversé autant par la technique que par l'histoire. Et je sais pas pourquoi, mais l'animation occupe une place importante parmi les œuvres qui me touchent le plus. Et quand on regarde les jeux vidéo ou les images de synthèse, on est en droit de se demander si la frontière entre l'animation et la prise de vue réelle est pas de plus en plus floue. Mais c'était pas du tout la question, pourquoi est-ce que ça me fait autant d'effet ? Mon intérêt pour Into the Spider-Verse, il a commencé avant de connaître l'histoire. Le teaser, il promettait un visuel que j'avais jamais vu, et rien que le look du film me donnait des frissons. Pareil pour Arcane, dès les premières images, l'aspect peinture et la 2D mélangée à la 3D m'ont séduit avant même que les personnages ne prononcent un seul mot. Je l'avais déjà dit dans une FAQ, mais le dessin a toujours fait partie de ma vie. Je suis pas très bon parce que j'en ai jamais fait ma priorité de m'exercer et d'apprendre, mais ça m'intéresse. Je gribouille, je regarde les vidéos de Jazza depuis plus de 10 ans et je découvre des nouveaux artistes tous les mois sur les réseaux. Je me suis même essayé à l'animation, que ce soit avec le stop motion Lego ou en cours de latin au collège quand les bords de mon cahier étaient couverts de dessins pour faire des animations flipbook. Et pendant le confinement, j'ai fait un micro court-métrage sur lequel j'ai animé un bourdon image par image sur Photoshop. Mais mon plus gros projet d'animation, c'était un projet professionnel. Dans mon ancien boulot, on a entièrement fabriqué une série documentaire illustrée avec du stop motion et des effets spéciaux. Le premier épisode, on l'a entièrement animé nous-mêmes avec mon pote Thomas et on était payé pour le faire. C'était une expérience de fou. Avec tout ce temps passé à m'y intéresser et à expérimenter, je regarde l'animation avec beaucoup d'admiration. Je sais bien que le terrier du lapin, il a pas de fond, que l'iceberg est énorme sous la surface et que j'en aperçois que les premiers centimètres déformés par la réfraction des vagues. Suffit d'entendre les diplômés parler de leur travail. J'ai été sur la partie animation, storyboard et pas mal d'autres choses, aussi le concept art par exemple. Moi j'ai fait la partie concept, texturing, un peu de compositing et du rendering. Moi je suis en lighting, compositing. J'ai été animateur, concept art, j'ai aussi fait de la 2D dans le film. Moi j'étais essentiellement sur du compositing, j'ai fait quasiment ça toute l'année, beaucoup de R&D aussi, tout ce qui est effets spéciaux et un peu de concept art aussi. Moi j'étais animatrice concept artiste sur le film. Moi j'étais en FX et je m'occupais de
de tous les problèmes en gros de l'équipe. Surfacing, lighting et compositing. Surfacing, CFX, FX, groom, voilà. Pas mal de trucs, un peu de modélisation. J'ai fait lighting, compositing, j'ai fait de la texture. J'ai aussi co-composé la musique. Moi j'ai fait le groom principalement et les FX. J'étais animatrice sur Downhill. Ah, l'animation, oui, je vois ce que c'est. On fait bouger les personnages, on fait un ours qui fait peur et plein de figures en vélo. Non, heureusement, ils savent expliquer le reste aussi. Donc moi, c'est en tant que lighting et compositing artiste. Donc c'est pour faire la lumière et le rendu un peu final du film, on va dire. La mise en place de l'éclairage et le compositing, ce qui vient permettre de peaufiner les contrastes, les couleurs, la profondeur, rendre l'image vraiment intéressante et faire comme si elle sortait d'une caméra, quoi. Pour le CFX, c'est tout ce qui est simulation de vêtements et de cheveux, des choses comme ça. Le groom, c'est tout ce qui est la coiffure du personnage. Du coup, moi j'ai fait bouger les bonhommes et j'ai dessiné les bonhommes. Moi je faisais donc tous les effets spéciaux, le feu, les particules, etc. Et moi j'ai fait tous les dessins sur les personnages, les lumières et l'image finale, ce qu'on voit sur l'écran. J'ai fait les dessins du film. Après, j'ai fait tout ce qui explose dans le film, les recherches en tout cas de ce qui explose dans le film. Et après, j'ai assemblé le film ensemble pour que ça rentre bien. Du coup, j'ai aussi fait les dessins du film et j'ai peint le film pour qu'il ait une couleur et qu'il ait un peu des textures. De base, on est généraliste, donc ça veut dire qu'on touche à tout. Dès qu'il y avait besoin de quelqu'un dans un domaine, on le faisait à peu près tous en fait. Donc c'est vraiment un travail d'équipe en fait pour en arriver à ce résultat-là. Mais la technique, c'est pas le seul sujet. Ce qui me pousse à étudier des œuvres comme Into the Spider-Verse, Arcane ou Inside Out, c'est l'histoire. Et plus je consomme d'animation, plus je développe une impression, une hypothèse qui s'alourdit et que j'aimerais vérifier. Est-ce que l'animation aide à raconter de meilleures histoires? C'est une question fermée, bien sûr que la réponse ce sera oui et non. Bon, reformulons. Comment l'animation peut-elle nous aider à raconter de meilleures histoires? Pour creuser cette réflexion, il faut que je décortique le process d'écriture, afin de voir si la réflexion autour de l'histoire peut être impactée par les contraintes de l'animation. J'ai donc contacté deux équipes parmi les films que j'ai vus à Montpellier. La première nous a concocté une comédie visuelle bourrée d'énergie qui m'a provoqué des fous rires incontrôlables, et l'autre a fait mijoter une légende, un conte classique, magique et sombre qui n'existait pas encore mais qui semble avoir toujours été là, caché dans notre inconscient. Grand Tumaco Café et Wisdom Tooth. Je tiens à les remercier d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et vous allez voir, j'ai eu un petit problème d'enregistrement sur l'échange avec l'équipe de Grand Tumaco Café, mais Ilia et Clara m'ont gentiment proposé une solution créative pour illustrer leur témoignage quand même. Mais concentrons-nous sur l'histoire. En une phrase. Ça c'est très court. Ouais, c'est super court. Ok, je vais essayer de me souvenir de la logline qu'on a mise pour pas... Ce serait plus un petit torréfacteur colombien qui prépare son café et 3 aliens débarquent chez lui et essaye de lui voler. C'est l'histoire de Kael, un enfant qui va réussir à attraper la fée dedans dans le but de la suivre dans son antre pour pouvoir obtenir plus de pièces qu'il n'en a déjà. Pourquoi j'ai choisi de parler de ces deux films? Grand Tumaco Café, c'était pour moi un super exemple de film qui marche principalement grâce à l'animation. Non seulement l'histoire est réussie parce qu'elle arrive autant à nous rendre hilar qu'à nous attendrir, mais surtout le médium de l'animation est utilisé à son avantage pour provoquer le rire. À la base, on voulait vraiment faire du slapstick, et l'animation, le style, il est resté, mais au niveau des gags et des vannes, on est on s'en est beaucoup écarté au final. Le slapstick, pour nous en tout cas, c'est vraiment très agressif, où il y a toujours le personnage qui se fait mal ou des trucs comme ça. Le slapstick, il va pas forcément avec le cartoon. Le cartoon, je dirais que c'est plus le style qui déforme un personnage pour rendre quelque chose de très comique. Et le slapstick, c'est faire rire par la violence, alors que le cartoon, c'est plus, ça peut être plus pour les enfants, et on va pas mettre de la violence pour montrer quelque chose aux enfants. Et c'est ce qu'on avait à la base. Je pense qu'on s'en a écarté parce qu'à la base, c'était que ça, parce que c'était presque hyper violent, ça nous faisait très rire, mais au final, il y avait moins le côté émotion, et on l'a un petit peu gardé puisqu'on aimait bien sur certaines vannes, mais je dirais que c'est plus dans le style d'anime pur au niveau des déformations et le cartoon que je pense on a beaucoup de Tom et Jerry, quoi, genre au niveau de la déformation. Et Wisdom Tooth, c'est parce que l'histoire est tellement bien ficelée que rien ne dépasse. C'est aussi magnifique que cruel, et en quelques minutes seulement, on découvre un univers magique réglé comme une horloge, où chaque chose a sa place, et on a l'impression d'avoir toujours connu cette version spécifique de la légende de la fée des dents. Le concept de base, en dehors du
scénario, c'est raconter le mythe de la Fée des Dents, mais à la manière d'un conte cruel, un peu comme les contes des frères Grimm ou de Perrault, donc entre horrifique et fantastique. Je sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, j'avais beaucoup de dents sur Pinterest ou par des artistes que j'aimais bien, et du coup, j'étais vachement attaché à ce principe visuel des dents, parce que ça a plein de sens dans plein de cultures différentes, les dents. Et on disait que ce qui marche bien en général dans les courts-métrages, on n'a pas trop le temps de raconter et de créer tout un monde. Ce qui marche bien, c'est de reprendre quelque chose que les gens connaissent déjà. Donc ça a déjà été fait avec Pinocchio, avec le Père Noël, en tout cas l'ESMA, ça a déjà été fait et ça marchait souvent bien. Et du coup, je cherchais à comment ramener ce concept des dents dans un truc qu'on connaissait déjà, et du coup, le premier truc qui est arrivé dans ma tête, c'était la Fée des Dents. Et ça permettait aussi de créer un monde un peu fantastique que je trouve intéressant. Mais l'un comme l'autre, ces films ont vu leur scénario passer par plusieurs changements avant d'en arriver là. Du coup, Laurent Pouty-Gorblain, qui a eu l'idée originale, l'origine c'était qu'il buvait un café le soir à sa terrasse et il regardait le ciel et il s'imaginait des aliens avec du café. À la base, il avait écrit une histoire qui était pas du tout celle-ci, où il y avait du coup un grossiste qui venait agresser le torréfacteur pour lui voler, justement, il y avait surtout une histoire de sous-traitance et les aliens venaient aider du coup le torréfacteur. Ouais, c'est ça, c'était lui le méchant. Ça faisait trop capitaliste dans l'histoire et c'était pas ce qu'on voulait dans le fond. Donc on l'a enlevé très tôt. On voulait pas faire des gags pour faire des gags. Ouais. Enfin, on voulait vraiment qu'il y ait une histoire et que les gags servent à l'histoire. En fait, on voulait pas faire un truc cliché, quoi. Mais ça, après, encore une fois, c'est parce qu'on les a vus et revus qu'on trouve ça cliché. Oui, du coup. On s'est posé, on a dit, ok, il nous faut un début, une fin, ça c'est sûr. Et après, on verra le milieu. On a trouvé le début. Ça n'a pas été trop compliqué, ça. Ça allait. La fin, c'était vraiment compliqué. On n'arrivait pas trop à se mettre d'accord sur comment ils allaient se réconcilier, parce que ça c'est sûr, on voulait qu'ils se réconcilient. Et aussi la destruction du torréfacteur avant. Ça c'était une des idées de notre professeur de scénario. Ouais, et on a gardé au final. Il a dit ça c'est évident, il faut que le torréfacteur soit détruit. Ça c'était vraiment la rupture et il fallait qu'il se passe quelque chose après pour qu'ils se réconcilient. Quoi. En fait on voulait que ce soit détruit par les deux groupes, donc par les aliens et par José, pour que ce soit la faute de personne en fait. Il fallait que ce soit la faute des deux et de leur conflit. À la base, c'était pas du tout ça, c'était un conflit interne dans l'atelier. Ouais. Et José avait un fusil et il devait tirer sur un des aliens, sauf qu'en fait, finalement, il tirait sur la prunelle de ses yeux, donc il s'en voulait énormément. Le problème, c'était trop radical ils devaient se rapprocher. En fait, au fur et à mesure de l'histoire, on voulait montrer qu'ils se rapprochaient. En fait, ils se détestent et au final, ils travaillent ensemble à la fin, donc il n'y avait pas de juste milieu pour montrer l'évolution entre les deux clans, on va dire. Oui, ils voulaient leur tirer dessus il y a une seconde et après ils allaient être amis, quoi. C'est trop bizarre. D'une seconde à l'autre, en fait, ils leur donnaient un cadeau et c'était fini, donc c'était pas très logique, ouais. Et après, dès qu'on a trouvé la fin, le plus dur, ça a été du coup les péripéties, et par rapport aux péripéties, du coup, la réaction des aliens, parce qu'on voulait faire en fonction de leur personnalité, du coup, trouver leur réaction. Mais que ça reste quand même un minimum drôle. Et du coup, ils ont tous trouvé leur petite réaction. Je pense que le plus gros changement qu'on a eu quand on a commencé à travailler tous ensemble sur le pitch, c'est le personnage principal. Parce que dans la version d'origine, Kael était un enfant pauvre qui partait suivre la Fée des Dents parce qu'il avait besoin de plus d'argent. Sauf qu'en tant que groupe, on s'est dit que c'était peut-être plus intéressant d'avoir un personnage principal plus original et moins blanc moralement. Et du coup, on s'est dit que ça allait peut-être ramener plus de conflits d'en faire un personnage pour qui on n'a pas envie forcément d'être de son côté. Il y avait ce côté aussi avec l'enfant pauvre c'est un enfant pauvre qui trouve des solutions pour résoudre ses problèmes et il se fait punir. Du coup, là, on s'est dit quand même peut-être que dans la morale de l'histoire, c'est pas hyper cool. Et, on voulait pas que ça devienne trop politique, quoi. Ouais. Et du coup, on s'est dit qu'on allait changer ça en une punition méritée, entre guillemets. J'ai l'impression surtout qu'au début, c'était quelque chose de plutôt positif, que du coup, il échappait à sa condition d'enfant pauvre. Enfin, c'était un peu ambigu sur si c'était bien ou pas. Et au fil de la prod, c'est devenu vraiment vachement cruel cette fin, alors qu'à la base, c'était un peu plus onirique, un peu plus... on sait pas trop, c'est un peu flou. Effectivement, le caractère de Kael, c'est quelque chose sur lequel on a dû passer beaucoup de temps pour que ce soit pas trop cruel, pour que à la fin on soit pas ah voilà c'est bon tu l'as mérité, on l'aimait pas et qu'on ait quand même un peu ce truc de bon c'était un enfant. Il y a des plans qu'on a dû retirer aussi par rapport à ce qui se passait dans la clairière. À un moment donné, la fée, elle devait se défendre
contre Kael et lui balancer. C'était de la poussière de fée, c'est ça qu'on voulait? Ouais, c'était ce qu'on voulait mettre. Ce qui était compliqué, c'était d'avoir l'équilibre entre. Il faut pas qu'on explique trop pour que le spectateur se sente pas tenu par la main, mais en même temps, on avait quand même envie que cette boucle elle soit compréhensible. Donc, surtout la dernière scène, on a beaucoup hésité pour savoir à quel point c'était littéral. Ce qui arrive à Kael à la toute fin. À un moment, on avait même des plans qui devaient expliquer d'où les pièces venaient, mais c'est des choses qu'on n'a pas forcément pu garder parce que soit c'était pas nécessaire, soit ça faisait quelque chose un peu d'étrange dans le rythme, où il fallait quand même un peu rythmer pour s'accrocher bien au scénario. Notamment, on avait tout un passage où on expliquait vraiment le fonctionnement dans la ruche, parce que les fées ont vraiment leur fonctionnement propre, et on avait établi tout un système avec des cartes de l'endroit, et par où elles passent, on suivait la chaîne de nettoyage des dents avec des plans séquences fixés sur une dent qui se faisait nettoyer, ensuite qui passait dans plusieurs étapes, tout ça. Enfin, des trucs où en 5 minutes c'était oublié quoi. Franchement, si on avait tout gardé, il aurait fait 20 minutes notre film. Comme on y a réfléchi avant, c'est des choses qui sont restées dans le film, même si on les explique pas. Genre la salle dans laquelle Kael tombe, c'est avec que des dents sales, c'est des choses qui ont nourri le scénario et qui sont toujours présentes, donc quand on regarde, je pense que ça se sent quand même que le monde qu'on a créé fait sens. Je me rappelle par exemple d'un débat précis où une partie du groupe voulait que Kael arrive dans la forêt, et une autre partie voulait que ça se passe dans une ville. On peut changer les codes du conte, de ce qu'on a l'habitude de voir, et finalement c'est juste un lieu. La structure était la même, donc que ce soit une ville ou une forêt, c'était uniquement visuel, mais dans le principe, c'était pas grave, quoi. Donc, ça jouait pas le ton du film. Ouais, voilà, c'était des choses dont on a débattu, mais finalement, c'était pas ça le plus important, quoi. Le jour de la projection, j'ai discuté avec quelques diplômés et je leur ai demandé quels étaient leurs principaux apprentissages pendant la fabrication de leur film. Et il y a un truc qui est revenu quasiment à chaque fois. Déjà de travailler en équipe tout simplement. Moi, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est la gestion humaine en vrai. Notamment la gestion de groupe, réglage des conflits, tout ça. Travail d'équipe, hein. Oui. C'est plus difficile qu'on ne le croit de rester un an avec les mêmes personnes tout le temps, à travailler main dans la main. Tout a roulé bon jusqu'à la fin de la prod, donc je m'estime heureuse quand même. On a réussi à terminer le film, c'est oui, le plus important, et ça s'est bien passé. Et on est tous entiers. C'est une bonne fierté. C'est vrai qu'on se rend compte quand on est dans un groupe comme ça que ça fait partie intégrante du travail. En parlant d'équipe. Salut. On apprend beaucoup à travailler en équipe, à prendre sur soi, à dire les choses aussi d'une certaine manière pour que personne ne se vexe et que tout se passe bien tout le long du film, quoi. Globalement, c'est ça le plus gros challenge et ce qui nous fait le plus évoluer dans la production. C'est un truc qui a l'air de revenir beaucoup. C'est plus dur, hein, parce qu'on a tous on est tous des artistes, donc voilà, il y a le cliché un peu artiste, son point de vue, l'ego, etc. qui va avec. Donc il y en a qui sont plus égotés que d'autres. Oui, c'est ça. Il y en a qui sont un peu plus susceptibles que d'autres, donc on est toujours obligé de rééquilibrer pour que la personne ne le prenne pas trop mal. On a tous envie que ce soit notre film, imposer un peu notre patte, et du coup on apprend à travailler en équipe, et au final c'est comme ça qu'on fait des belles choses. Alors même si l'idée d'origine vient d'une seule personne, comment est-ce que les équipes censées co-réaliser le film tous ensemble ont fait pour se mettre d'accord sur l'histoire? Ça c'est un peu compliqué, sachant que du coup on est quand même un groupe de 8, donc 8 personnes, 8 idées, 8 humours différents. Et à la base on tenait vraiment à ce que tout le monde mette la main à la pâte pour le scénario, justement pour qu'ils s'approprient le scénario, quoi. Ouais, au tout début c'était un peu, on était tous ensemble, on se réunissait dans une salle pour essayer de trouver des idées de péripéties, des idées de gags, et on les notait. Brainstorming, ouais, c'est ça. Vraiment, on dit on note tout parce que là on a 0 idée. Et à la fin, au final, on a fait par des groupes de 2. Et c'était le matin, il y avait ce groupe-là de 2 qui s'occupe du scénario. L'après-midi, il y en a un, il le reprend pour essayer de l'améliorer. Et je crois qu'on l'a tenu 1 ou 2 semaines. Ouais, mais après, au final, c'est. Et au final, ouais, on a repris toutes les 2 le scénario pour pouvoir l'écrire. Et ça, ce qu'on te raconte, c'est vraiment sur des mois entiers. Ouais, c'est ça. Et les gens en avaient marre au bout d'un moment du scénario, ce qui est compréhensible. Et il y avait d'autres choses à faire aussi, donc le storyboard et tout ça. Donc on a pris le relais, on va dire. Ouais, c'est ça. Du coup, on a laissé ceux qui savaient dessiner faire du storyboard, les caras. Faire les objets, les décors, etc. Et c'était bien compliqué de faire le tri parce qu'il y avait plein de vannes partout qui n'avaient aucun sens. Il s'était fait plaisir. Et au final, on a bien fait le tri, ça fonctionne, quoi. On demandait quand même l'avis au groupe derrière. On disait, voilà, parce que vous êtes d'accord pour enlever ça, parce qu'on leur expliquait pourquoi, et on jaugeait, quoi. Et tout le monde relisait régulièrement. Ouais, aussi on une fois par semaine, on relisait tout. C'est compliqué quand même de
mettre en commun un scénario et de tous réussir à être d'accord. Globalement, comme le scénario de base plaisait à tout le monde, c'était assez simple de rester sur quelque chose qui ressemblait au concept original. Du coup, quand une décision nous plaisait pas personnellement, si elle plaisait majoritairement au groupe, on savait que c'était pour le bien du film. Et on se disait, ok, on va partir là-dessus et on va en faire en sorte que ça marche, parce que si les gens sont d'accord, c'est qu'il y a une raison pour que ça fonctionne, et pour le bien du film, en fait. C'est ça, tout était fait dans le sens pour le projet, et pas pour satisfaire quelqu'un en particulier. Et je pense aussi qu'on a eu une grande chance de tomber sur des gens qui partageaient un peu la même vision générale. On avait dans les grandes lignes les mêmes envies, les mêmes attentes par rapport au film. Alors dans la réalisation, il y avait plein de choses qui différaient, mais à la fin, par exemple, le personnage de la matriarche, il était très clair dès le début qu'on voulait qu'elle soit un peu ambiguë, et que ce soit pas un pur antagoniste. On s'est très vite mis d'accord pour que Kael ce soit un protagoniste dont l'arc est négatif. Et toutes ces grandes lignes, on était tous d'accord. Et du coup, quand on a ces grandes choses qui composent une histoire, à partir de là, plein de détails peuvent bouger, mais on est d'accord dans les principes. Et du coup, à partir de là, on a pu juste faire un truc cohérent tous ensemble, quoi. On a fait beaucoup de réunions de groupe aussi. C'est ça qui nous, franchement, on en discutait tout le temps. Et ouais, même quand on avait des idées, des grosses idées quand même qui divergeaient et qui n'étaient pas dans les grandes lignes, mais qui pouvaient quand même bouger pas mal dans le film, même là, on arrivait à se dire, bon, on peut pas rester 1000 ans dessus de toute façon, parce qu'on était très conscient du temps qu'on avait pour confectionner l'histoire. Les premiers mois, on était là tous les jours de 8 à... 18 heures à être tous dans notre salle, à se faire des nœuds au cerveau pour essayer de développer quelque chose de cohérent avec plein de possibilités de ça, on le met, ça on le met pas. Donc c'était pas 5 mois light, quoi. On était vraiment à fond dans le truc. Même le week-end, on recevait des messages de « Oh les gars, j'ai pensé à un truc, j'ai décidé ça, ça y est, je suis débloqué. » Enfin vraiment, toute la journée, quoi. Tous les jours, on faisait que y penser. Et pour revenir sur ma question d'origine, comment est-ce que le process de fabrication d'un film d'animation s'est-il entremêlé avec l'écriture pour générer ou modifier certaines idées? C'est quand on a commencé à travailler sur le design de la matriarche, à un moment, on a eu la réflexion de... Le principe du film, c'est ça parle des dents et qu'elle mange des dents. On s'est dit qu'on allait accentuer son design sur la bouche et qu'on allait même lui mettre des yeux invisibles pour rendre le personnage un peu plus mystérieux, où on n'arrive pas à déceler ce qu'elle pense. Et en fait, ça, c'est venu modifier des choses aussi dans le scénario et dans comment les actions se passent, parce qu'on est passé d'un personnage qui avait des yeux à la base à un personnage qui était aveugle. Et du coup, ça changeait sa relation à ce qui se passait autour. Donc, par exemple, moi, je pense au plan où Kael fait tomber sa pièce et que ça fait du bruit, qu'elle le repère comme ça. En fait, c'est des choses c'est dans le design, c'est venu modifier comment les actions se passent. Puis la matriarche, dans son design, elle devait pas être grande au début aussi. Et ça a changé de truc, même par rapport à ce qui se passe, ça a beaucoup changé de choses. Mais non, mais c'est vrai qu'à la base, la matriarche, c'était pas énorme. Et puis après, on s'est dit, si elle doit manger un truc qui fait la taille d'une fée, elle sera quand même un peu plus grande. Et du coup, ça, c'est aussi des contraintes qu'on a eues quand on est passé en 3D. En fait, on a tous fait du storyboard à un moment donné pour essayer de dessiner les gags qu'on voulait voir s'ils marchaient. Donc on disait, bon là il y a un petit gag, il faut faire en 4 petites cases, une sorte de mini BD pour voir si ça fonctionne. En fait, à partir du moment où le storyboard a été commencé, clairement on a fait le tri. Ouais, on a fait le tri et on a eu beaucoup d'idées. En fait, le film, ça reste un film visuel. Et les gags, ils restent visuels. Donc en fait, quand on les a dessinés, c'était un peu plus évident parce que écrire des vannes, c'est très compliqué. Et donc les dessiner, c'est un peu plus simple, quoi. Et c'est là qu'on voyait si ça marchait ou pas. Même si nous, ça nous faisait pas rire, on s'est dit que ça fonctionne pas, il faut changer d'idée. Il y a des choses qui marchent à l'écrit et qu'on peut réussir à expliquer, mais quand il faut les faire passer d'une manière visuelle sans expliquer vraiment avec une voix off, on est obligé de trouver évidemment des solutions. Et du coup, il y a certaines choses qui nous paraissaient claires des fois dans notre tête. Il fallait trouver des manières de le cadrer ou de le montrer par des actions. Donc ça s'est passé au storyboard et ça a modifié parfois certaines partie du film. Faire passer un message par le visuel alors qu'on l'avait juste écrit et expliqué à la base, c'est vraiment un travail de traduction pratiquement qui est assez compliqué. Pour notre film en tout cas, c'est clairement le storyboard, il fait vraiment partie du scénario. C'est
c'est hyper important, mais justement parce qu'on a des gags visuels, que vraiment tout, enfin beaucoup ça passe par le visuel, mais je sais que pour certains films, ça avait rien à voir. On a commencé bien après. C'était pas vraiment nécessaire, quoi. Mais nous, on l'a dit direct, on a eu notre prof de scénario, elle nous a dit, en gros, si c'est complètement visuel, il faut que vous commenciez le storyboard en parallèle, quoi, le plus tôt possible, et que vous voyez ce que vous faites en fait au scénar. Donc, mais la plupart des groupes, ils ont commencé beaucoup plus tard le storyboard, parce que le scénario, c'est très monotone et des mots. Des fois, même nous, on se comprenait plus, quoi. Il y avait une action et on savait même plus ce qui se passait. Et c'était souvent le storyboard qui rattrapait ou qui changeait un petit peu l'action pour que ce soit plus lisible aussi. S'il se passait quelque chose, il fallait essayer de le décrire dans une phrase courte. C'est ça. Mais avec des mots, c'était souvent. C'est pour ça que c'était pas très drôle, en fait. C'est que vraiment, c'était une phrase monotone, alors qu'on dit, lui, il tombe, quoi. Genre, c'est nul. Enrico tombe. Enrico attrape un insecte. À un moment, on avait juste mis entre parenthèses, là, il faut rire. Je pense qu'un scénario, on voit pas le timing. C'est même pour ça que du coup, on espérait le storyboard et direct on a vite demandé l'animatique pour voir niveau timing, et le timing s'est fait beaucoup que à l'animatique en fait au final. L'animatique c'est une sorte de storyboard évolué, on y ajoute la prévisualisation des déplacements, on ajoute plusieurs poses clés par plan et certains mouvements de caméra quand c'est nécessaire. C'est qu'en fait ça coûte vraiment trop cher en prod de faire et de supprimer des shots, donc en fait une fois qu'ils sont là les shots on les supprime pas, quoi. Enfin, sauf si c'est vraiment catastrophique, mais puis surtout au niveau des objets à créer, enfin les assets, il fallait forcément savoir de quoi on avait besoin. Enfin nous on avait une idée à la base, il y avait une blague avec un épouvantail. Donc l'épouvantail, maintenant si on l'avait fait, on l'avait commencé avant, on l'aurait commencé pour rien, ça aurait été une perte de temps, donc faut forcément faire l'animatique et le storyboard avant, quoi. On va se dire qu'au début l'animatique faisait 12 minutes, quelque chose comme ça, c'était n'importe quoi. Ça n'avait pas de sens. On n'est pas scénariste à la base, donc peut-être que pour des gens qui ont l'habitude d'écrire des scénarios, ça paraît logique, mais l'écart entre ce qu'on écrit, le temps que ça va prendre dans notre tête et le temps que ça prend à l'écran, c'est vraiment différent, parce que à la base, quand on écrivait, on avait écrit un truc très long. Enfin, il y avait d'autres actions qui étaient censées passer dans la forêt, on avait d'autres séquences, comme Iris avait dit avant, genre sur la dent dans l'usine d'effets, et tout ça en fait quand on est passé au storyboard et à l'animatique, on s'est rendu compte que sur le temps qu'on avait pour faire le film, ça tenait pas et ça rallongeait de fou. Déjà notre storyboard il durait 6 minutes et après on nous a dit quand on fait un storyboard et qu'on passe en 3D, faut rajouter en moyenne 1 minute 30, 2 minutes, donc votre truc il est trop long, quoi. Et après nous on se dit tout de suite que c'est pas possible, on va jamais pouvoir raccourcir, parce qu'on s'était dit que c'était déjà la version la plus courte qu'on pouvait faire. En fait, quand t'écris un truc, tu te dis pas mais non, je peux retirer des choses. Et en fait, si, complètement, on a réussi à raccourcir petit à petit, et tout ce qui se passe dans la forêt, on s'est dit bon, c'est pas le plus intéressant de voir 3 plans de lui qui court dans la forêt. Le spectateur, c'est bon, il lui faut pas 1000 plans pour lui dire voilà, c'est exactement ça qui se passe. Donc après, c'est un travail de sélection, de vraiment sélectionner ce qui est important ou pas. Et après, quand on a la tête dedans, c'est difficile aussi de savoir ce qui est vraiment, vraiment important. Je sais qu'il y a des plans où 3 mois plus tard, on se disait mais en fait, pourquoi on garde ce plan ? Pourquoi on veut absolument le garder ? Parce qu'en fait, par rapport à ce qu'il y a autour, c'est pas nécessaire, quoi. On peut carrément le virer ou le changer. Et on se rend compte que c'est vraiment juste parce qu'on est attaché, on se dit il est là depuis le début et on se demande même plus pourquoi. Et à l'animatique, on voyait du coup le montage enchaîné, et on s'est dit mais en fait là il n'y a pas de transition, ça n'a pas de logique entre eux, et on a enlevé la plupart des péripéties au milieu grâce à du coup l'animatique. Et en fait on a défini les concept art par rapport à l'animatique. Parce que du coup il faisait les expressions, il donnait vie en fait à ce que nous on écrivait au scénario. Et on se dit ok, le Kara il faut que neutre il ressemble à ça, et pouvoir lui donner les expressions plus tard, il faut que ça fonctionne neutre. Donc ça a beaucoup fonctionné, ça. Pareil, les cadrages, comme dit Ilia, on les a beaucoup gardés. La plupart, on a essayé de coller beaucoup au storyboard de base. L'agencement des actions aussi. Je me rappelle que dans la grande salle, quand on développait le scénario, on a eu beaucoup à la base, ils devaient trouver des pièces dans une autre salle encore, et avoir trop de pièces, une espèce de pile de pièces. Du coup, c'est parce qu'il en avait pris trop que
il trébuchait et ça faisait tomber quelque chose. Puis ensuite, spatialement, en fait, de passer en 3D, ça t'oblige à réfléchir aux choses de manière spatiale, alors que dans notre scénario, on pouvait juste écrire 3 lignes de après il se passe ça, après il se passe ça. Là, concrètement, il fallait que les personnages se trouvent aux bons endroits pour pouvoir interagir, surtout que la matriarche, elle est fixe, elle se déplace pas. Du coup, ça, c'était aussi une contrainte, parce que sinon, il aurait fallu faire des allers-retours dans les pièces. Enfin, on avait fait un schéma de... C'est vrai. On avait fait un schéma de la ruche, donc de l'endroit où vivent les fées et la matriarche. On a fait un plan vu de haut, avec vraiment en schématique un petit rond qui représente Kael, et il dit voilà, il passe par là. Ouais, des flèches partout. Des petits carrés, voilà, avec des flèches partout. Le petit carré qui représente la fée qui passe à tel endroit. Et bam, ils se rejoignent. Enfin, c'était vraiment des petits pointillés, des trucs. Ça nous avait aidé. On n'a rien gardé on n'a rien gardé au final, parce que on a supprimé des salles, on a supprimé tous les plans. Mais en vrai, ça nous a quand même aidé pour le déroulement des actions plus tard. Quand on a travaillé sur l'animation du film, on devait mimer les références pour avoir quelque chose qui était crédible dans le jeu des personnages. Et ça a forcément amené des changements. Je sais qu'on a changé des séquences quand on est passé aux références, parce que quand on le jouait, on se disait bah non, ça c'est pas crédible, spatialement ça marche pas, parce que bah là je m'arrête à un endroit qui est trop loin par rapport à tel autre personnage avec qui je dois interagir. Et donc oui, comme on était dans la peau des personnages en plus à ce moment-là, on pouvait avoir une vision de qu'est-ce qui faisait moins de sens au niveau du scénario et qu'est-ce qui devait être modifié. Donc par exemple la séquence qui se passe dans l'atelier où les fées travaillent, c'est un truc qui s'est fait sur le tard, parce qu'on s'est rendu compte de telle ou telle chose au moment des références. Ça changeait pas le scénario en lui-même, mais la manière dont les actions se passaient et l'ordre dans lequel ça se passait, ça a changé avec les références qu'on a prises. Mais ça a changé beaucoup de choses aussi, parce que les références, on se rendait compte que sur notre storyboard, la scène elle durait 3 secondes, et la référence, quand c'était joué, ça durait 8. Et donc là, par contre, on a dû se dire, bon alors, si à chaque fois qu'on fait une ref, elle dure 5 secondes de plus, là on a dû changer des choses aussi en scénario qui n'étaient pas non plus... C'était pas des énormes trucs, mais comme dit Alex, dans l'agencement des actions, on a dû modifier des choses, parce que quand on passe en acting, bah, ça prend beaucoup plus de temps, parce qu'on est vraiment dans le réaliste, quoi. D'ailleurs, on s'est filmé. Au tout début, ils ont dit filmez-vous, refaites tout le film. Donc c'était sympa de faire le torréfacteur. J'ai incarné le torréfacteur et elle la porte. Donc elle a joué la porte et moi j'ai joué le torréfacteur dans la prise de vue réelle. Donc c'était sympa. Vous avez réalisé tout le film en prise de vue réelle? Ouais, au tout début, Mais du coup, ça ressemble plus tout, parce que c'était quand on avait à peine touché au scénar. Mais oui, on s'est mis dans le parc qui était juste à côté. On avait pris un téléphone. Enfin, il n'y avait aucun effort d'éclairage ou quoi. C'était juste filmez-vous pour voir si. Je crois que c'était surtout pour voir un peu le scénario, et après cohésion de groupe aussi, il me semble, c'était un peu l'excuse pour voir si tout le monde s'entendait bien et essayer de faire une activité ensemble dès le début, quoi. Notre acting, c'était terrible, donc ça servait pas à grand chose pour le scénario, quoi. Bah, au moment où on a fait la prise de vue réelle, on s'est rendu compte que c'était un peu n'importe quoi le scénario, je pense. Et c'est là du coup on s'est dit faudrait peut-être qu'on change quelques trucs. Parce qu'il se passait plein de trucs en très peu de temps. C'était très décousu. Et en fait on s'était dit mais ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Et vu qu'on n'arrivait pas non plus à le faire, on s'est dit si on n'arrive pas à le faire avec le film, même si on n'avait pas de moyens, on s'est dit que ça fonctionnait pas, et je pense que ça nous a aidé. Même si on a paralysé sur le moment, ça nous a aidé pour la suite, je pense. Et tout ça, que ce soit le design des personnages ou des décors, le storyboard ou même filmer des références pour vérifier le timing, n'importe qui peut le faire en écrivant son film, que ce soit pour de l'animation ou de la prise de vue réelle. C'est juste que pour l'animation, le storyboard c'est une étape obligatoire, parce qu'après il est développé en animatique et ça devient la base à partir de laquelle chaque plan est animé. C'est l'un des avantages de l'animatique, c'est qu'on peut vérifier le montage avant même d'aller produire chaque plan. Et en animation, même quand la pré-production est finie et qu'on entame la production pour fabriquer les plans à partir des éléments designés en amont, on a encore la possibilité de changer des choses au scénario. Comme on était un espèce de mini-studio à nous-mêmes et que la production était vraiment sur un an, c'est aussi ce qui nous a permis de faire ces allers-retours, de changer des choses de scénario au moment où on faisait les rêves d'anime, quoi. Je suis pas sûre que dans d'autres prods ce serait possible. Oui, non. Oui. On était encore en train d'apprendre comment faire un film, comment faire un truc qui marche. Donc je pense que pour des pros, c'est souvent t'as pas besoin de faire autant d'allers-retours, mais
Nous, ça nous a permis de voir les erreurs qu'on pouvait faire et comment les régler et comment rechanger d'autres trucs. En fait, puisque la production en animation est beaucoup plus lente que la production en prise de vue réelle, ça permet aussi d'avoir plus de recul sur ce qui fonctionne et ce qui peut être amélioré dans l'histoire. On peut faire des allers-retours beaucoup plus tard entre l'histoire et l'exécution, changer ce qui marche pas sans avoir à déplacer des équipes entières sur un lieu de tournage. Et surtout, comme tout est virtuel, chaque détail a été créé sur mesure. Comme on part de zéro, c'est vrai que chaque chose qu'il y a dans chaque plan, c'est quelque chose qu'on a dû faire nous-mêmes et on a dû y réfléchir consciemment. Quand tu regardes une série d'animation ou un film, si tu regardes chaque détail de chaque plan, c'est quelqu'un qui a fait ce choix et tous les choix sont faits pour une raison scénaristique ou pas. Et donc tu peux réfléchir à ce que ça veut dire. Enfin, ça paraît anodin, mais au tout début, dans la chambre de Kael, notre personnage principal, chaque objet, chaque jouet qu'on a pu mettre, on a réfléchi à pourquoi il était là, comment il était designé, pourquoi il était de cette couleur. Chaque partie en vrai du film est consciente. Je me dis peut-être que c'est au risque par rapport au live de perdre un peu de spontanéité, puisque tout est réfléchi. Mais à la fois, je trouve ça, comme dit Alexandre, chouette quand on a un peu les derrière, enfin les behind the scenes de production, d'avoir un peu des easter eggs cachés. Enfin, par exemple, dans nos films, on s'est fait des références. Je sais que dans la loge de Pearl, par exemple, il y a plein d'affiches de tous les films de notre promo. Et ça, c'est des petites choses qu'on réfléchit pas forcément quand on filme juste avec une caméra, un endroit qui existe déjà. Alors que quand on le fait de A à Z, bah, peut-être que c'est un peu moins spontané, mais du coup, il y a un peu des petites surprises un peu plus. Je sais pas. Ouais, c'est vrai que par rapport à ce que tu dis sur la spontanéité, ça nous fait faire aussi un vrai travail parce que on doit réfléchir à comment créer par exemple du désordre ou des choses qui paraissent involontaires de manière réaliste. Donc dans le set dress, quand on place les objets dans la pièce, on doit réfléchir à comment placer les objets d'une manière qui serait réaliste dans la vraie vie, mais qui paraîtrait naturelle, entre guillemets, donc pas tout aligné, enfin créer du désordre réaliste. Et pareil, en animation, quand les acteurs jouent, il y a plein de... Évidemment, il y a un gros travail sur le jeu, mais il y a plein de mimiques ou de choses qui contrôlent pas, qui rajoutent au réalisme, donc les respirations, les clignements d'yeux, ce genre de choses. Et quand on fait de l'animation, bah ça aussi, on doit y réfléchir à où les mettre, comment les mettre, pour que ça paraisse pas fake. Ça nous pousse vraiment à réfléchir à tout le design et essayer de faire en sorte que tout soit vraiment cohérent, parce que pour avoir l'impression que tout sort du même univers, quoi, que vraiment ce soit un truc tangible. Ça, c'est un énorme travail aussi, et ça nous pousse vraiment à réfléchir à pourquoi les choses sont exactement designées comme ça. Le désordre, la façon dont les objets sont posés dans la pièce pour que ce soit crédible et pour que tout se réponde en fait, parce qu'on passe d'un truc très réaliste à un truc très onirique. Réfléchir à pourquoi les trucs ont telle texture, qu'est-ce que ça va rappeler aux gens, c'est un peu réaliste mais en fait pas du tout, un truc qui va un peu nous rappeler les dents, c'est la possibilité de vraiment créer absolument tout ce qu'on veut et créer un univers qu'on n'a pas vu mais qui pour nous paraît super sensé. Et ça, c'était vraiment un travail super intéressant, quoi. Comme si les gens ils arrivaient dedans et se disaient ah ouais, bah ça existe déjà, et ils ont pris leur cam et ils sont allés filmer dedans, quoi. Imaginez qu'en même temps que vous cherchiez des péripéties ou un développement satisfaisant pour votre histoire, vous vous amusiez à dessiner différentes versions de vos personnages, de vos décors, des objets qu'on y trouverait. Qu'en parallèle d'écrire votre scénario, vous créiez une bande dessinée qui vous permettrait de visualiser le film plan par plan et de caler le rythme afin d'éliminer tout le superflu. Et que quand vos personnages commencent enfin à se mouvoir, vous puissiez rythmer le battement de leurs cils, la dilatation de leurs pupilles, les contractions incontrôlées des traits de leur visage. Imaginez un médium qui vous laisse une liberté infinie jusque dans les moindres détails. Quelle histoire raconteriez-vous ? Encore merci à l'ESMA de m'avoir permis de découvrir les œuvres de tous ces artistes talentueux et de m'avoir réinsufflé l'envie de raconter de grandes histoires.